Dans cette vidéo, on va aborder la troisième partie de notre extrait, qui concerne la médiocrité et l'hypocrisie à l'œuvre dans la carrière politique, et notamment les carrières politiques des aristocrates. Je vous rappelle la problématique, comme d'habitude, c'est comment le valet renverse le débat au profit d'une série de dénonciations de l'hypocrisie des aristocrates. Vous aurez probablement remarqué qu'on parle d'un problème singulier qui est le mariage. À la limite, c'est une affaire privée. Si un comte, pardon, ou un aristocrate est infidèle à sa femme, à la limite, ça ne peut regarder que lui et sa femme. Ça n'a pas une influence très forte sur la société. Si on passe à la deuxième étape, on se rend compte que le traitement infligé par une certaine couche de la société à une couche supposée inférieure, comme on peut entendre parfois, ça commence à poser problème. Si on Maintenant, si on élargit encore, on voit qu'on remet en cause toute la carrière politique. Alors, on élargit le débat, clairement. Et ça ira jusqu'à la question de la justice. Donc, la justice, c'est l'affaire de toute une société. Donc, vous voyez que la progression de la scène est aussi une progression en gravité. C'est de plus en plus grave ce qu'on dénonce. On va du domaine privé au domaine public, y compris dans ce qui concerne la justice, qui est supposée garantir la valeur d'une société. Une société juste, c'est une société qui va bien. Donc vous voyez comment le débat progresse. Alors nous, on est dans la troisième partie ici, qui concerne la médiocrité et l'hypocrisie des carrières politiques dont se prévalent les aristocrates pour dire que eux, ils défendent des intérêts supérieurs. Et là, évidemment, ça va être une charge absolument radicale de la part de Figaro. Alors, ça se passe sur plusieurs pages, cette histoire. Vous avez donc les pages 3, dans le découpage que je vous ai proposé, hein, c'est le passage le plus long, et pour cause. Vous observerez assez facilement qu'il y a un enchaînement de répliques qui nous conduit à une grande tirade de la part de Figaro, celle-ci, et qu'on s'arrête, que je me suis arrêté ici, à ces fameux apartés là, dont je vous ai déjà parlé, qui viennent ponctuer la scène. Donc c'est la plus grande partie de l'extrait. Donc on est aux pages 3, 4 et 5. J'espère que vous allez bien vous y retrouver. Voilà, comme on l'a vu précédemment, le comte qui vient d'être directement visé par son valet cherche à trouver d'autres motifs d'accusation pour essayer de dénigrer son valet. Donc c'est lui qui donne le bâton pour se faire battre, comme on dit. C'est lui qui fait voler le débat. Et cette fois-ci, il évoque la question de la fortune. Alors attention à ce mot qui est un mot assez complexe. Je vous affiche, voilà, la définition du Larousse, et j'attire votre attention sur un certain nombre d'éléments. Le mot fortune vient directement du latin. C'est un nom féminin. On le retrouve dans beaucoup d'expressions, voyez, qui sont affichées ici. Vous pouvez vous-même faire cette recherche sur le Larousse. Alors, la fortune désigne d'abord la puissance mystérieuse qui est censée fixer aux êtres humains leur sort, le destin, si vous préférez, la destinée. Mais l'idée, c'est qu'il y a une puissance, elle est mystérieuse. Mais c'est vraiment la question du sort. Donc, vous voyez qu'on retrouve ça quand on l'applique à un cas particulier, c'est-à-dire la fortune de quelque chose, c'est sa destinée, la fortune d'une pièce de théâtre, c'est ce qu'elle devient. Le sens de succès de quelque chose, c'est ici ce qui est à mon avis intéressant, c'est-à-dire que le comte est en train de nous parler de son succès à lui. Moi, je suis quelqu'un qui réussit, messieurs, dames. Je suis quelqu'un, je ne suis pas comme toi, valet, qui reste à obéir. L'idée de fortune au sens matériel, c'est-à-dire les biens, les richesses que l'on possède, c'est pas le sens qui est dans le texte ici.
C'est pas toutes ces trois définitions suivantes, c'est les questions de la fortune, cette fois-ci au sens de ce qu'on possède parce qu'on a eu de la chance. Voilà, donc faites bien attention à l'expression. Ici, elle se porte plutôt sur la question du succès. Du succès. Et donc, quand il lui dit 100 fois je t'ai vu marcher à la fortune et jamais aller droit, on a ici l'accusation ultime de l'homme qui pense avoir réussi. Ah, moi j'ai réussi, je sais ce que c'est que d'aller droit. Et moi je t'ai observé, j'ai bien vu que toi tu n'allais pas droit. T'es pas fait pour les affaires mon petit. Croisant ma vieille expérience, il y a un petit peu de ça dans les paroles du conte. Toujours est-il que le conte ici fait dévier le débat et dit à son valet en quelque sorte que il devrait songer à son succès en société. C'est tout de même intéressant de voir que on évolue vraiment vers autre chose que ce qu'on disait au départ. Au départ, il était question des roueries de la comtesse. Ensuite, il était question du valet à qui on ne peut pas faire confiance. Puis d'un seul coup, il est question du succès du valet. Donc on sent que le conte, petit à petit, fait de cette confrontation une affaire personnelle. En même temps, ne perdez jamais de vue qu'il est en train d'essayer de faire parler son valet, et que donc derrière cette tactique cette tactique qui consiste à aborder différents problèmes, il y a aussi de sa part la volonté de se renseigner sur les intentions de son valet. Donc, retenez ici dans votre marge là l'idée, je ne peux pas écrire à la souris, c'est affreux, l'idée que le conte aborde la question du succès en société, du succès qui potentiellement s'accompagne aussi bien sûr de l'aisance matérielle, chose dont lui peut se prévaloir puisqu'il est aristocrate, riche, marié avec une belle femme, etc., etc., et que donc c'est une manière de dire à son valet, tu n'as pas ma valeur, ni sociale, ni matérielle. Dans la manière dont le conte formule son accusation, il y a cette locution « aller droit ». Aller droit, marcher. Il y a ici un champ lexical très 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 fort qu'on utilise beaucoup en politique. L'idée de la marche et de la droiture, voyez, qui rappelle bien entendu l'univers militaire, la discipline. On pourrait parler du champ lexical de la discipline, de l'autodiscipline, qui est supposé apporter le succès dont le conte, lui, pense être le représentant. Il y a le complément circonstanciel 100 fois qui a l'air de dire que le conte se pose en observateur éclairé. 100 fois, lui aurait vu son valet marcher. Le valet n'aurait jamais vu lui-même ce qu'il faisait. Il était dénué de la conscience dont le comte, lui, est glorieusement investi. Et donc, il a pu, lui, comte, considérer que son valet n'allait pas droit, c'est-à-dire qu'il se jetait vers l'échec, et qu'il a donc une conscience supérieure dont le valet serait privé. Donc c'est bien la question de l'esprit supérieur que l'aristocratie est supposée avoir par sa position sociale, que le conte aborde malgré lui. Alors vous doutez bien que il va se faire un tout petit peu remettre en place par son valet, puisque toute la question de l'esprit, justement, c'est la question de cette pièce, c'est le cheval de bataille de Beaumarchais. Et puis c'est un combat du XVIIIe siècle, l'esprit contre la bêtise et la prétention. Donc le conte, bien sûr, ici, a quelque chose de très prétentieux, et le valet va être chargé, dans la scène, de lui montrer ses limites. Remarquez également le caractère très péremptoire des paroles du conte. 100 fois je t'ai vu marcher, jamais. Ces deux compléments circonstanciels nous montrent bien toute la vanité, la fatuité du conte, qui est persuadé d'être du côté de la vérité,
par son statut social, avant tout, sans lui-même d'ailleurs en être conscient. En résumé, les mots-clés ici à noter qui sont importants, la question de la fortune ou du succès, présentée par le conte comme un privilège des gens bien nés, la question d'une supposée discipline dont lui serait le dépositaire et pas son valet, la question d'une certaine conscience dont lui serait le dépositaire et pas son valet. Alors Figaro, à cette démonstration de cuistrerie, répond par une question particulièrement elliptique. Comment voulez-vous? C'est assez drôle parce que le verbe voulez, qui suppose normalement un complément d'objet direct, je veux quelque chose, est ici privé de complément d'objet. C'est pour ça que je vous parle d'ellipse. Et cette ellipse a un caractère assez abrupt. Donc on a deux choses. C'est d'une part le caractère, comment dire, du moins pas le caractère, mais le ton enjoué du valet, qui parle par ellipse, comme toute personne du peuple, qui ne s'embarrasse pas de détails, mais aussi, d'autre part, son impertinence, puisque cette question, comment voulez-vous, reprend ce que le conte vient de dire, marcher et aller droit, les verbes ici, comment voulez-vous marcher à la fortune et aller droit, c'est ça qui est sous-entendu, c'est l'objet de l'ellipse. Le tout formulé à travers une question rhétorique, comment voulez-vous, qu'on pourrait traduire par c'est impossible. Donc voilà, le valet, une fois de plus, reverse les choses à travers la tournure interrogative, qui est ici, encore une fois, rhétorique, puisqu'elle affirme en réalité que c'est chose impossible. Cette affirmation déguisée sous forme d'une question rhétorique est immédiatement suivie d'un argument. Et cet argument, je le trouve assez intéressant, puisque ce que je suis en train de l'entourer devant vos yeux ébahis, Figaro semble donner une leçon d'aristocratie à un aristocrate, puisqu'il compare cette question de la fortune, du succès individuel, à une question grégaire, une question collective, en utilisant le nom foule. La foule est là. Ce terme a quelque chose d'un tout petit peu méprisant. La foule est un nom commun qui désigne un ensemble de personnes. Donc c'est une manière aussi de donner peu de valeur à l'individu. Donc l'un parlait de fortune en disant que c'était quelque chose d'individuel, l'autre répond par l'idée que c'est quelque chose de collectif et d'éminemment grégaire, qui n'a finalement que peu de valeur, c'est quelque chose de vulgaire au sens strict, la question du succès. Ce qui est vulgaire, c'est ce qu'on trouve sur tous les chemins, c'est ce qui est de l'ordre de la vie publique, et ça, lui, ne s'y intéresse pas, parce que forcément, il a des valeurs beaucoup plus aristocratiques que celles qu'un aristocrate qui prétend avoir l'apanage du succès met en avant. Alors ce mépris se manifeste également dans l'utilisation des pronoms personnels. Ici vous avez un pronom indéfini, chacun, vous avez on se presse, on pousse. Donc vous voyez à quel point l'utilisation de ces pronoms signale de la part de Figaro une certaine distance par rapport à la convoitise que son maître nommait sous le terme élogieux de fortune. Il y a une gradation qui
qui devient très accusatrice. La description qui est faite, c'est, regardez bien, quoi, chacun veut courir. Donc d'abord, il y a cette idée d'une agitation absolument inutile. On se presse. Donc les verbes ici sont révélateurs d'un comportement grégaire et un tout petit peu idiot. Courir suppose l'agitation. Se presser suppose l'acceptation aussi de l'urgence. Alors, comme si on cédait à l'urgence du moment. On se pousse, on coudoie, c'est-à-dire qu'on donne des coups de coude, on renverse. Vous voyez que cette gradation ici nous montre un comportement de plus en plus violent, de plus en plus individualiste, qui conduit jusqu'à la violence. Renverser quelqu'un, ça veut dire qu'on le fait tomber. Donc c'est courir, se presser, pousser, coudoyer, renverser. Voilà toute une série d'actes qui révèlent la bassesse d'un comportement égoïste, poussé par la convoitise, par l'égoïsme, par l'envie de réussir. Arrive qui peut, vous voyez, je souligne encore un pronom, qui désigne ici n'importe qui. Donc c'est encore un pronom indéfini. Le reste, alors c'est pas vraiment un pronom, c'est un nom, mais enfin le reste, ça désigne là aussi une collectivité, d'une manière absolument méprisante. Ça donne un côté un peu négligeable. La tournure passive, le reste est écrasé, est intéressante parce qu'elle nous montre que le produit de cette attitude individuelle qui consiste à courir vers la gloire produit finalement quelque chose d'inhumain qui est le mépris des uns pour les autres. Le verbe arriver, arrive qui peut, sous-entend deux choses. D'une part, la course, qui est évoquée à travers la série de verbes qu'on avait relevés précédemment, mais quand on parle aussi du verbe arriver, c'est un moyen de désigner la réussite sociale. On parle d'arrivisme. Donc ici, il y a une connotation péjorative qui est intéressante, c'est-à-dire au fond, on joue sur la sileps, sur le double sens. On prend le terme à la fois dans son sens concret et dans son sens abstrait, dans son sens propre et figuré. Arriver comme dans une course, mais arriver au sens social du terme, c'est-à-dire réussir à obtenir un statut avantageux. Voilà. Donc arrive qui peut, et puis bien entendu on est du côté de l'arrivisme. Le reste est écrasé, cette phrase binaire, vous voyez, la virgule ici est extrêmement importante, avec cette tournure passive, nous montre finalement que le système qui consiste à réussir individuellement ne vaut que parce que certains subissent la violence du succès des autres. On est dans un système inégalitaire, on est dans un système où l'individu qui réussit écrase les autres, c'est clairement dit. Évidemment, vous voyez que le mot fortune, qui est juste au-dessus, par contraste, nous paraît un tout petit peu déplacé, et que finalement, on a l'impression que Figaro, oups, j'ai raté mon truc, Figaro oppose aux illusions du conte qui pense que lui, il réussit parce qu'il est meilleur que les autres, il oppose finalement une vision beaucoup plus large, une vision dans laquelle lui, il intègre la société. Il ne voit pas les choses par le petit bout de la lorgnette, il voit les choses du point de vue d'une société dans laquelle l'inégalité est la garantie du succès des uns et pas des autres. Donc finalement, là vous avez tout l'esprit 18e qui se manifeste. Alors
la suite, là, aussi c'est fait, pour moi j'y renonce. D'un seul coup, voilà la première personne, le j'y renonce, qui s'oppose. Oups, je me suis trompé d'outil. Voilà. Oh, ben, j'en veux pas de ce truc-là. Voilà, celui-là. Il y a une rature. Ce pronom personnel de première personne, vous voyez, qui s'oppose radicalement à tous les autres, qui manifestait l'anonymité, euh, un comportement grégaire, collectif, un peu incontrôlé, un peu égoïste. Voilà, lui est un personnage qui renonce. Le verbe renoncer, bien sûr, s'oppose radicalement à tout ce qu'on a vu avant. On est dans une antithèse, là. Renverser, renoncer. On voit un personnage qui finalement fait acte de noblesse en refusant la violence, en refusant d'écraser les autres. Voilà. Vous avez également ce présentatif. C'est fait. C'est une manière de dire aussi c'est fait. Comment expliquer ça en termes modernes? On dirait c'est cuit. Vous voyez, aujourd'hui on dirait ça. C'est cuit. Vous avez également cette manière, pour moi, cette tournure un peu adversative avec le pronom moi qui est ici accentué. Donc la première personne, ici, c'est celle qui s'oppose à la grégarité, je ne sais pas si le terme existe, mais du moins au caractère complètement brutal, instinctif, irrationnel, égoïste en un mot, de tous ceux qui cherchent la gloire à tout prix, au prix de l'infortune des autres. Donc en un mot, ici, le valet se caractérise par son abnégation, par son refus d'un comportement grégaire, individualiste, comme on dirait aujourd'hui, et il resitue immédiatement la question du succès en des termes sociaux. Il prend du recul par rapport à ce que le comte considérait lui comme un succès. Il pensait, lui, être dans le succès parce qu'il avait des valeurs supérieures. Lui, il nous montre que le succès ne vaut que par l'écrasement, que par l'inégalité instaurée dans une société. Et que, bien entendu, alors là aussi, voilà, ce terme-là, aussi, et il est important parce que ça indique une déduction. Ça paraît d'une logique absolue. Lui, il renonce à cette manière de penser. Donc évidemment, le valet, d'un seul coup, hop, nous fait passer de l'individualisme à la réflexion sociale, c'est-à-dire qu'il s'écarte du simple intérêt individuel et réfléchit en termes collectifs. Et vous avez derrière toute la pensée du XVIIIe qui pointe. Vous avez Rousseau, vous avez la question du contrat social qui est directement appliquée. Donc je reviens au point vraiment important. Présomption du maître, un maître plein de fatuité, un maître persuadé que la valeur individuelle est la garantie du succès social, à qui s'oppose un valet qui démontre que le succès individuel ne vaut que par l'injustice, et que le succès individuel est basé sur une attitude non pas respectueuse de valeurs profondes, mais simplement une attitude violente, instinctive, égoïste, le fait de courir, de presser, de poussoyer, de coudoyer, une attitude qu'on pourrait qualifier de grossière, dont lui s'écarte radicalement, parce qu'il est porteur de valeurs collectives, il est porteur de valeurs aussi politiques, il est porteur d'une autre conception de la politique et de la société que celle qui se base sur l'idée de la lutte de tous contre tous. En toile de fond, vous avez aussi toute la pensée du XVIIIe, Rousseau, vous avez bien sûr Hobbes, un penseur anglais, vous avez aussi la question du Léviathan. Bon, tout ça, c'est des questions que vous aborderez en philosophie
si vous vous donnez la peine de réfléchir à tout ça, c'est quand même drôlement passionnant. Vous avez bien sûr Spinoza, ça je pourrais vous en parler en environ 50 heures, mais on n'est pas là pour ça. Observons la réponse du conte, la réplique du conte. À la fortune, encore une ellipse, phrase averbale, qui est en fait un complément d'objet direct, qui est le complément d'objet direct du verbe renoncer. Et alors c'est intéressant parce que ici vous avez la réaction du conte qui est dans l'incrédulité. Comment peut-on renoncer à la fortune? Tout son système s'écroule. Voilà. Donc on voit bien à quel point l'argument de Figaro a porté. Il est piqué. Sa curiosité ou son esprit ici atteint une limite, une aporie. Il ne voit pas comment il est possible de penser autrement qu'en termes de fortune. Lui, il a été éduqué là-dedans. Il faut réussir, mon petit. Vas-y, vas-y, tu vas réussir et pas les autres. Donc, c'est quelque chose qui l'interloque et en même temps, alors ça c'est habile, en même temps, évidemment, il y a cet aparté qui nous signale que le conte ici décèle dans cette espèce d'abnégation de son valet. L'abnégation, c'est la capacité des êtres humains à laisser passer l'intérêt général avant leur intérêt particulier. Ça lui paraît tellement inconcevable qu'il considère qu'évidemment que l'attitude de son valet révèle quelque chose que lui ne peut pas comprendre, du neuf. C'est à double titre. Premier, je fais deux petites flèches ici. La première, oh c'est affreux à la souris. Bon, mais peu importe. Le 9, c'est au niveau de l'intrigue. J'apprends quelque chose que tu es en train de me cacher et je te questionne depuis tout à l'heure pour savoir ce que tu me caches. Mais aussi, on peut le prendre d'une autre manière, c'est-à-dire que pour le conte, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une révélation. Comment peut-on penser autrement que ce que moi je pense? Est-il possible seulement d'avoir une pensée sociale, de voir les choses autrement que du petit point de vue de la lorgnette individuelle, comme moi j'étais habitué à le faire depuis ma plus tendre enfance, parce que depuis ma plus tendre enfance, on m'a dit que j'étais le meilleur, que j'étais d'une classe meilleure que les autres, etc., etc., etc. Donc je trouve que ce passage est une modernité absolument hilarante, parce qu'on a beaucoup de gens qui aujourd'hui se comportent comme le conte. Alors comme d'habitude, dans cette scène, dès qu'il y a un aparté, c'est parce que l'action progresse. Donc ici c'est un moment clé, puisque pour le conte, c'est un moment où il apprend quelque chose de déterminant. Voici du neuf. Pour Figaro, c'est, d'après lui, le moment de faire valoir toute sa valeur, toute son habileté, tout son courage, et de tenter d'avancer ses pions sur l'échiquier, puisqu'il s'agit d'une partie entre les deux. Et c'est le moment où en fait la scène bascule, en fait, parce que il tente ici un gros coup, c'est-à-dire il tente d'essayer de persuader le comte d'accepter qu'il reste en Andalousie, tandis que le comte irait lui seul comme ambassadeur à Londres, ce qui lui permettrait, lui, Figaro, de rester avec Suzanne et d'être débarrassé des intrigues dont lui il est tout à fait au courant. Alors c'est intéressant parce qu'il y a ici beaucoup d'ironie dramatique. À mon tour maintenant, cet aparté s'adresse au public, c'est une référence directe à la scène qu'on a déjà étudiée dans l'acte 1, c'est-à-dire que Figaro ici prend son rôle de valet acteur de l'action, qui tente de renverser la situation, et évidemment donc c'est un moment important pour le public parce qu'il se dit ah ah, est-ce que Figaro va réussir ou pas? Donc Figaro bascule un tout petit peu ici pour nous, parce que comme il joue les pions devant nous, et qu'on n'en sait pas plus que lui à ce moment-là,
on ne sait pas exactement où est-ce qu'on s'embarque. Est-ce que la scène va basculer en sa faveur ou pas? Donc la didascalie qui suit, O, qui signale le fait qu'il cesse de s'adresser au public et qu'il s'adresse directement au conte, c'est-à-dire au personnage présent en scène, c'est le moment où nous on assiste en fait à la prise de risque de la part du valet. Ce qui est intéressant, c'est que ce valet, justement, prend d'infinies précautions oratoires pour annoncer son souhait de rester en Andalousie. Il y a toute une série de périphrases très polies. Alors, par exemple, le verbe gratifier. Gratifier quelqu'un de quelque chose, c'est lui donner la grâce de quelque chose, c'est-à-dire lui accorder une faveur. Alors, on voit qu'il y a une sorte d'expression hyperbolique. Le valet manifeste une espèce de soumission tellement extrême qu'elle en devient ironique. Alors, vous avez tout ce qui peut aller dans ce sens-là. Là. Il y a cette périphrase. M'a gratifié de. Votre excellence, donc rien que le terme d'excellence, signale la déférence extrême du valet. Votre, la deuxième personne, du pluriel. Il y a également de sa part une insistance sur les adjectifs. Donc fort, adverbe, joli, adjectif, sort, fort, joli, sort. Donc vous voyez que cette manière d'accentuer son sort comme quelque chose d'extraordinairement réussi, non, c'est pas le terme qui me vient, mais j'ai du mal à m'exprimer. Bon, c'est ironique ici. Fort joli, c'est une tournure d'assistance. Fort joli, sort ou destiné. Donc, ça a un caractère, bien entendu, ironique. Quelqu'un est en train de dire oh, quelle chance, dis donc, j'ai été gratifié de la fonction de concierge. Donc, tout ce passage est extrêmement ironique. Mais le valet ici se soumet à la volonté de son maître volontairement pour pouvoir mieux le manipuler. Et bien entendu, le public perçoit immédiatement cette duplicité de la part du valet. On remarque que son raisonnement se développe en 3 temps. Un temps dans lequel il donne crédit au désir de son maître. Voilà, vous m'avez gratifié la conciergerie du château. J'accepte l'idée que vous avez été bienveillant avec moi. À un moment où on annonce la couleur à la vérité, cette locution ici indique un moment de bascule dans le raisonnement, et puis la conjonction mais, adversative, qui indique sa volonté réelle. Donc en fait, vous avez un développement en 3 temps, c'est-à-dire, certes, voilà ce que vous me proposez, toutefois, réfutation, ça risque de ne pas arriver, puisque le troisième temps du raisonnement, puisque j'ai d'autres intentions. Donc ici, on voit à quel point le valet prend des précautions oratoires pour tenter le tout pour le tout, et pour essayer de persuader son maître qu'il doit accepter le fait qu'il va rester en Andalousie et ne pas accepter de partir avec lui à Londres. Toujours dans la série des précautions oratoires, on voit par exemple cette périphrase « Le courrier est traîné de nouvelles intéressantes ». Cette périphrase désigne la fonction de commis ou de porte-parole de l'ambassadeur qui lui a été attribuée. Vous voyez qu'il utilise des termes élogieux, intéressantes, étreiner, qui suppose étreiner quelqu'un, c'est lui donner la faveur de quelque chose.
Donc son discours est exagérément élogieux, extrêmement ironique, bien sûr, pour le spectateur, et il entre dans une stratégie de la part de Figaro de convaincre son maître de le laisser rester tranquille avec Suzanne au fond de l'Andalousie, comme le dit si bien ce complément circonstanciel qui conclut la tirade. Au fond de l'Andalousie, il y a une petite distance ironique aussi dans la locution au fond d'eux, qui a une légère nuance péjorative, qui a l'air de dire « moi je suis au côté de la modestie, de la renonciation, rester quelque part au fin fond de l'Andalousie, ça ne me dérange pas. » Voilà. Et puis une idéologie du bonheur qui passe par la simplicité. Il y a ici le terme de heureux, l'adjectif heureux. Il y a également avec ma femme, qui est un complément. Oups. Voilà. Avec ma femme. Donc la préposition avec. Tout ça complète l'adjectif heureux. Heureux avec ma femme. Au fond de l'Andalousie. Donc vous voyez ici tout le projet du valet, c'est de mener une vie simple, une vie modeste, bien entendu très 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 lointaine de l'ambition démesurée du comte, qui ne parle que de fortune et de réussite personnelle, alors que lui parle, décidément j'ai du mal avec les, alors que lui parle tout simplement d'une vie simple et opposée à cette question du succès. Le succès pour lui, c'est le bonheur. Pour l'un, c'est l'apparence sociale, pour l'autre, au contraire, c'est simplement une vie personnelle réussie, modeste. Voilà, l'idéologie de la modestie contre l'idéologie de la gloire qui ne passe jamais que par le regard des autres. Donc par l'apparence contre l'essence ou l'être. Voilà, encore une fois, les deux valeurs s'opposent ici. À ce titre, la locution « à la vérité » a quelque chose de polémique. À la vérité suppose qu'effectivement le valet bascule du côté des vraies valeurs, tandis que le maître, lui, serait resté du côté de l'apparence et des fausses valeurs, de la cuistrerie, de l'illusion du succès, etc., etc. Donc en bref, le valet joue gros dans ce passage-là, se révèle très légèrement servile, c'est-à-dire qu'il utilise le langage que son maître aimerait entendre, le langage de la flatterie, qui passe par des hyperboles, par des termes excessivement élogieux, pour le séduire. Et évidemment, c'est un moment où le public rit de ce décalage entre un comte infatué, persuadé de sa grande valeur, qui s'oppose à un valet adepte de modestie, qui lui tient le discours que son maître souhaite entendre, un discours plein d'éloges et de flatterie, tout simplement parce qu'il tente de le manipuler. Donc évidemment, dans ce passage, le public s'amuse de la capacité du valet à tromper son maître à l'aide des valeurs que ce maître prétend défendre. Donc le valet adopte le langage de la flatterie, de la subornation que l'aristocratie fait sien. C'est-à-dire que dans ce monde-là, on passe son temps à se flatter, on passe son temps à se montrer élogieux avec son interlocuteur, et le valet a très bien compris qu'il fallait tenir ce langage à son maître pour obtenir de lui ce qu'il voulait. La réplique du comte est un moment fort, puisqu'il interrompt son valet, les points de suspension. S'il vous plaît, vous arrêtez de dire les 3 petits points. Ça, ok, ça va en CM2, etc. Mais là, vous êtes en lycée, vous me dites, s'il vous plaît, les points de suspension. C'est comme ça que ça s'appelle, quoi. Donc, c'est pas la peine de parler des 3 petits points de suspension, ni des 3 petits points. Les points de suspension, ça suffit. Et on comprend très bien. Donc, les points de suspension sont une manière de signaler que la réplique de Figaro est interrompue par le comte. Le comte qui pose une question abrupte. Et cette manière
d'interrompre la parole de son valet signale bien entendu pour le spectateur un certain empressement, une certaine panique de la part du comte qui a deviné les intentions de son valet et qui sent que la situation commence à lui échapper. Donc ici, on est dans un passage de la scène où c'est l'action qui prend le dessus, c'est-à-dire l'intensité dramatique, le suspense, comme on dit. La question du conte a quelque chose de presque obscène. Quand on connaît ses intentions, il interrompt son valet parce qu'il interrompt un plan qui va contre son intérêt. Son intérêt, c'est que Figaro vienne avec lui à Londres avec sa femme, de telle sorte que lui, le comte, puisse profiter de la situation et coucher avec la femme de Figaro. Donc sa question révèle son empressement, son incapacité à contrôler ses émotions, son désir. Le désir du comte prend le dessus, le pousse à interrompre son valet pour tenter de rétablir la situation dans le sens que lui estime intéressant. On peut y voir également une certaine panique. Sa question se fait par l'intermédiaire de ce pronom qui. Le pronom qui désigne une personne. Alors c'est intéressant parce que pour le comte, tout est affaire de personne qui, alors qu'évidemment c'est une situation qui se joue. Donc on sent la peur du comte face à son valet, parce que le comte est ici en train de comprendre que son valet comprend qu'il y a un intérêt personnel, qu'il y a des gens qui. Voilà. Alors que si on prend les paroles du valet au pied de la lettre, il n'a pas, à aucun moment, il a parlé d'une personne qui l'empêcherait de partir. Donc ici, le comte, en quelque sorte, se trahit. C'est-à-dire que sa question revient à révéler le fond de sa pensée, puisque qui, ça désigne le comte en personne. Seul le comte est la raison pour laquelle, justement, Figaro a besoin de refuser que sa femme aille à Londres. Donc ici, Beaumarchais s'amuse à nous montrer un comte inquiet, conscient que la situation est en train de lui échapper, conscient que son valet a compris qu'il y avait derrière toute cette affaire une histoire personnelle et une histoire de désir. Alors l'habileté du valet se manifeste une fois de plus par sa capacité à justement sortir du débat individuel et à resituer les choses sur le plan collectif ou sur le plan général. Il présente les choses comme une question qui n'a rien à voir avec ce que la réplique du comte laisse entendre. La tournure impersonnelle, il faudrait, laisse entendre des faits qui échappent aux hommes. Donc c'est une manière pour lui de dégager le débat, de le sortir d'une question individuelle. On passe d'un qui éminemment singulier à un il impersonnel qui a l'air de présenter les choses comme une réalité du destin. Donc c'est une manière pour lui, bien entendu, d'éviter le débat et de continuer à mentir à son maître pour pouvoir mieux sortir de la situation. La phrase est construite sur un mode binaire, protase apodose, P-R-O-T-A-S-E, apodose A-P-O, A-P-O-D-O-S-E. Donc c'est une structure binaire, celle qu'on utilise dans les systèmes hypothétiques. Ici vous avez une hypothèse, il faudrait la quitter si souvent. C'est la proposition subordonnée. Oui, c'est la proposition. Non, en fait, c'est pas la proposition subordonnée. C'est la prémisse. Et l'apodo, c'est la déduction qui
est immédiatement tiré à partir de cette prémisse. Donc en fait, vous avez un système binaire, 1 condition, 2 conséquences. Voilà. Donc cette manière de présenter les choses à la part de Figaro est une manière de sortir du débat individuel qui l'oppose au conte. Il utilise d'ailleurs, comme par hasard, ici, du, c'est la contraction de la préposition de plus le. Le, c'est un article défini. Le mariage. Donc il resitue les choses sur un plan général. Donc il a l'air de dire, voilà, c'est une question générale qui échappe à nos petites querelles individuelles. Donc là encore, le palais se montre évasif, il tente d'échapper au débat, et vous sentez bien depuis le début que ce passage de la scène est un moment assez clé, puisque Figaro n'est pas vraiment en train de prendre le dessus. Il est simplement en train de défendre sa cause, et il est en train d'essayer de manipuler son maître pour pouvoir obtenir de lui une sorte de faveur qui consisterait à le laisser tranquille en Andalousie. La réplique du comte entre en continuité avec sa première remarque. Je la signale ici avec force gribouillis. Hop, il y a une continuité entre ces deux répliques. Le comte estime être doté de caractère, c'est-à-dire de capacités singulières, personnelles, individuelles, qui n'appartiennent qu'à un être et un seul, l'esprit, qui est une valeur absolument fondamentale au XVIIIe siècle, c'est-à-dire la capacité à être au-dessus du lot, la capacité à prendre du recul par la pensée. Donc le comte, une fois de plus, s'estime investi de ces deux valeurs et estime pour être en mesure de donner la leçon à son valet, en supposant que lui, bien sûr, puisqu'il est valet, il est dénué de caractère et d'esprit. Alors ce qui est très amusant dans la réplique du comte, c'est que il l'oppose à la capacité à avancer dans les bureaux. S'il y a quelque chose qui, bien sûr, ne fait pas rêver, c'est la qualité de gratte-papier dans un bureau. Il y a quelque chose de presque antinomique entre ces deux expressions, s'avancer. S'avancer, et puis bureau qui suppose un travail pénible, répétitif et pas très épanouissant, et puis l'idée d'avancement social. Le tout associé à l'idée de caractère et d'esprit, on comprend que le comte, en fait, espère que son valet va se soumettre à la servitude qui consiste à croire qu'on va avancer dans la société parce qu'on a un emploi dans lequel on s'avance laborieusement et on va s'en sortir grâce à ça. On va pouvoir écraser les autres parce qu'on aura réussi à remplir davantage de formulaires et de papiers que ses congénères. Ce qui est étonnant, c'est cette opposition entre l'idée d'avancement social et de caractère. Ce que le comte a l'air de préconiser à son valet, c'est la soumission à un système de méritocratie dans lequel quelqu'un qui serait laborieusement en train de travailler dans les bureaux pourrait espérer obtenir un poste supérieur qui le conduirait, bien sûr, à la domination sur les autres. Et il associe ça au caractère et à l'esprit. Donc on sent ici que le comte est en train de tenter de manipuler son valet en lui disant « Reste donc dans la servitude ». Un beau conditionnel, tu pourrais. Je te promets la réussite, à travers un beau conditionnel. Tu vas pouvoir grimper dans les échelons, des échelons que j'ai moi-même caractérisés par un terme extrêmement négatif, extrêmement péjoratif, qui est celui de bureau. Et j'estime, moi, comte,
être bien au-dessus de tout cela. C'est-à-dire que, au fond, tous ces gratte-papier que nous connaissons sont très utiles parce qu'ils nous permettent à nous, nobles, de rester nobles. Tant que eux sont dans la servitude, grattent du papier, et que nous restons dans l'illusion de notre propre valeur, alors forcément, la société reste stable. Elle est composée de gens qui ne gouvernent que par leur statut social, et d'autres qui grattent du papier. J'insiste vraiment sur ces deux notions de caractère qui supposent en fait un individu doté d'une volonté et d'une singularité, l'esprit qui suppose la capacité à s'extraire de sa condition. Ça, c'est des valeurs extrêmement, extrêmement importantes au XVIIIe siècle. Le caractère et l'esprit, c'est-à-dire à la fois la valeur individuelle et la valeur collective, qui consiste à réfléchir avec son esprit, avec sa rationalité. Voilà, donc il y a quelque chose de tellement antinomique dans la proposition du conte qu'elle provoque le rire. Le conte est naïf. Le conte pense que la soumission va conduire à l'esprit. Et c'est exactement l'inverse de ce que toute la société du XVIIIe siècle défend. C'est-à-dire pour eux, l'esprit, c'est vraiment quelque chose qui est complètement à l'écart de la servitude. Il n'y a aucune forme de soumission qui puisse conduire à l'esprit et à l'élévation. Donc, quelque part, ici, le conte révèle son caractère de cuistre, c'est-à-dire quelqu'un qui est persuadé d'avoir des clés. En te soumettant comme moi j'ai été soumis, tu vas peut-être devenir quelqu'un. Voilà, donc je vous renvoie sur cette question-là. Il y a un texte absolument fondamental qui s'appelle Le discours de la servitude volontaire, qui est écrit au XVIe siècle par un jeune homme de 19 ans qui s'appelle La Boétie et qui démontre à quel point la soumission au pouvoir est au cœur de toutes les sociétés. Alors, résumons le conte met en avant des valeurs pseudo-individualistes, celles qui consistent à croire qu'un individu, par son statut même d'aristocrate, est doté de valeurs supérieures, ce à quoi le valet répond par la modestie de quelqu'un qui est capable de penser en termes généraux, quelqu'un qui est capable de voir l'ensemble d'une société et non pas simplement des individus. Ça, c'est le premier point. Donc, deux systèmes de valeurs s'opposent, des valeurs individualistes qui excluent le progrès social et l'autre manière de voir les choses, c'est-à-dire la société dans son ensemble, avec des progrès possibles à partir du moment où on respecte les autres. Donc évidemment, le valet ici se situe du côté du contrat social, tandis que le conte se situe du côté de l'individualisme. Tout un jeu sous-jacent pour savoir si Figaro va réussir ou non à obtenir de son maître la possibilité de rester avec sa femme pour échapper au désir du comte. Et la question, bien sûr, troisième point très important, de l'esprit. Esprit dont le valet se retrouve investi contrairement à son maître. Le maître se montre servile, le maître est soumis à ces questions de la soumission comme clé de la réussite. Et le valet, justement refuse la médiocrité que cette manière de voir les choses implique. Alors c'est très manifeste dans sa réplique, qui est provocatrice. Encore une phrase nominale. De l'esprit pour s'avancer, c'est une question rhétorique. La réponse est non, bien sûr, c'est-à-dire que l'esprit n'est pas ce qui permet d'avancer, donc c'est une thèse déguisée. Je trouve très habile
la manière dont Figaro reprend l'esprit par le pronom du mien, l'esprit, Monseigneur se rit de mon esprit. Donc cette manière d'introduire par un complément d'objet indirect, se rire de quelque chose, se rire de l'esprit. Cette tournure ironique nous montre à quel point Figaro est du côté de l'esprit et du côté de l'ironie. Monseigneur se rit du mien, c'est une manière de dire vous n'avez pas compris ce que l'esprit est. Ou alors vous tentez de me manipuler, et moi bien sûr, je ne vous suis pas dans cette voie. La tonalité polémique de la réplique de Figaro est soulignée par l'apostrophe Monseigneur, qui nous montre à quel point le valet reste dans son rôle de valet tenu par sa fonction même à appeler son maître par des termes élogieux. Mais ce valet, en même temps, proclame sa capacité à faire œuvre d'esprit. Ce valet a besoin d'intelligence et se moque des apparences sociales. Alors, vous voyez le contraste qui apparaît immédiatement avec ces deux épithètes détachées, médiocre et rampant. Alors nous voici ici dans la plus vive des dénonciations, à travers des termes explicitement négatifs, péjoratifs, qui sont exprimés avant même que le nom apparaisse. Donc je vais le faire apparaître dans la page d'après. Ces deux épithètes détachées, médiocre, rampant, se rapportent au pronom on, et qu'encore une fois le valet manifeste son esprit par sa capacité à généraliser, par sa capacité à renvoyer un débat individuel à un problème de société générale. Son utilisation du terme arriver, donc, qui est une sileps. Arriver, ça veut dire parvenir à quelque chose, bon, au sens strict, c'est-à-dire qu'on y arrive, mais c'est aussi au sens figuré, parvenir à quelque chose en manipulant les autres. L'adverbe, pas l'adverbe, le pronom tout à quelque chose de méprisant. On arrive à tout. Tout suggère aussi bien des choses vertueuses que des choses absolument immorales. Alors évidemment, quand on met ça en relation avec les deux termes qui ont démarré la phrase, médiocre, rampant, vous voyez à quel point ici c'est un basculement complet dans cette scène, puisque ici va se révéler toute la pensée politique de Beaumarchais par rapport à l'idée de réussite politique, de réussite sociale. Et Figaro se fait le porte-parole de Beaumarchais dans sa dénonciation de l'hypocrisie de l'aristocratie. La fatuité, ou la bêtise si vous préférez, du comte se manifeste ici par sa naïveté. D'abord, il y a une restriction. Ne que, puisqu'on a vu la négation, c'est le moment. Il pense donc que lui, il suffit de. La restriction suppose de sa part une conception étriquée des choses. Il pense qu'il suffit de quelque chose. Donc, cette manière de présenter les choses nous montre qu'il est persuadé d'avoir une des clés fondamentales qui lui permet de tout expliquer dans sa vie. Sous moi. Sous est une préposition, moi est un pronom accentué. L'ensemble forme
un complément circonstanciel. Je ne sais pas de quoi. Toujours est-il que ce complément circonstanciel attire l'attention sur la cuistrerie du conte. Une fois de plus, il pense que lui a des valeurs individuelles supérieures qui lui permettent de dominer la politique. Là est un déterminant. Oups, je change de couleur, c'est pas ce que je voulais faire. La politique, c'est un article défini qui l'oppose au pronom, donc on a l'impression que ce personnage, à lui tout seul, pense avoir trouvé toutes les clés qui lui permettent de dominer le monde entier. Il y a quelque chose d'assez mégalomaniaque, mégalomane. C'est un mégalomane qui pense que sa valeur individuelle lui permet de dominer l'ensemble des hommes. Donc la restriction, ce complément circonstanciel, voilà qui souligne toute la fatuité du conte, toute sa vanité. C'est un personnage qui est présenté par Beaumarchais comme un personnage persuadé de sa valeur intrinsèque, sa valeur supérieure, qui tiendrait uniquement à son individualité. Vous remarquerez d'ailleurs à ce titre un peu, encore un complément circonstanciel. C'est un modélisateur qui montre tout le mépris du conte par rapport à son valet. Il est en train d'imaginer ou de supposer ou de faire entendre que le valet, à aucun moment, ne le fait. Ne que plus un peu. Vous voyez bien à quel point le comte estime que son valet n'a jamais fait l'effort que lui, génie absolu, a fait. C'est-à-dire que lui, il a étudié. Vous devinez que son étude s'est limitée à peu de choses, mais qu'il s'estime, bien entendu, au-dessus de tous les efforts de son valet. La tournure impersonnelle, il ne faudrait que, combinée à la restriction, nous montre à quel point le conte est dans la certitude et s'estime être en train de faire un constat au conditionnel. D'ailleurs, il ne faudrait que, ça sonne presque comme un reproche adressé à son valet. Lequel valet répond en 3 mots. Je la sais. Pronom, personnel, sujet, je. Complément d'objet direct, la, c'est-à-dire la politique. C'est, verbe savoir. Donc on ne peut pas faire plus court et plus percutant. Encore une fois, le valet rebondit sur les paroles de son maître. On est dans le principe de la stichomythie. Et l'affirmation très péremptoire et infatuée du conte s'oppose à la concision, au laconisme de Figaro, qui est capable de répondre en 3 mots, pour montrer qu'il en sait plus que son maître. Alors, cette réplique, comme l'anglais, le fond de la langue, est une allusion à ce qui s'est passé préalablement dans la scène, quand Figaro a fait une espèce de longue tirade où il se moquait de l'expression goddamn en anglais. Et le conte ici ironise là-dessus, comme l'anglais, le fond de la langue. Le fond de la langue est la reprise mot pour mot de ce que Figaro disait, en disant que l'expression goddamn était le fond de la langue. Donc ici, le conte manifeste son ironie par rapport à son valet, en lui faisant comprendre qu'il n'est pas tout à fait convaincu par sa longue tirade sur l'anglais. Donc le comparatif ici à comme l'anglais nous renvoie à cette situation et nous fait comprendre l'ironie du conte par rapport à son valet.
Et on arrive au point culminant de la scène, qui est cette tirade, voilà une tirade, celle de Figaro, qui est une dénonciation rigoureuse de ce que le comte appelait la réussite ou la fortune. Et ici, Figaro répond à ce simple vocable de fortune par une longue tirade qui en montre le revers. Qu'est-ce qu'il y a derrière la magnifique réussite sociale? Il y a toute une série de soumissions, d'hypocrisie, de félonie que le valet s'empresse de dénoncer. Et pour ce faire, il utilise une série d'infinitifs. Feindre, ignorer ce que l'on sait. Feindre, d'entendre. De ne pouvoir ouvrir ce qu'on entend. Feindre, surtout, de pouvoir. Voilà. Donc vous voyez comment ici, vous avez une série de compléments circonstanciels qui, tous à l'infinitif, nous donnent en quelque sorte une recette de cuisine. Quelle est la recette de la réussite sociale? Ignorer, feindre d'ignorer, feindre d'entendre, feindre de pouvoir. Ces trois compléments circonstanciels sont tous le complément circonstanciel du verbe feindre, qui veut dire faire semblant de. Et donc, évidemment, feindre désigne ici l'hypocrisie dans sa splendeur. Deuxième infinitif, avoir pour grand secret de. Donc, en fait, il est question du secret. Donc, vous avez ici le champ lexical de la dissimulation. Avoir pour secret, feindre. Vous remarquerez que systématiquement, ces infinitifs sont séparés les uns des autres par des points-virgules que je suis en train d'encadrer. Donc, qu'est-ce que l'art de la politique? C'est l'art de feindre, c'est l'art d'avoir des secrets, c'est, troisièmement, s'enfermer, c'est l'art de paraître, c'est l'art de jouer, c'est l'art de répandre des espions et pensionner des traîtres, amollir, intercepter, tâcher d'ennoblir. Vous voyez qu'en fait, cette série d'infinitifs est une charge absolument hyper polémique pour désigner tout ce qui constitue l'art politique au XVIIIe siècle et peut-être, soit dit entre parenthèses, de nos jours. Alors qu'est-ce qui est dénoncé par là? Je vais faire une traduction. Ignorer ce qu'on sait et savoir ce qu'on ignore. Vous avez un magnifique chiasme que je vais essayer de vous expliquer, qui est basé sur des antithèses. Ignorer et savoir. Savoir, ignorer. Donc là, vous avez un chiasme qui consiste entre A, ignorer, B, savoir, B, savoir, C, ignorer. Sauf qu'évidemment, il y a un jeu sur infinitif, verbe conjugué, infinitif, verbe conjugué. Donc vous avez une opposition qui se joue là-dedans. Est-ce que vous avez compris? Feindre d'ignorer ce qu'on sait, en gros, faire semblant de croire qu'on ne sait pas des choses, et feindre de savoir des choses alors qu'en fait on n'en sait rien du tout. Donc ici il y a un jeu sur le chiasme pour montrer toute l'hypocrisie de l'art politique qui consiste à cacher des choses et à faire croire qu'on en sait d'autres. Voilà, c'est la même chose ici, le même chiasme, entendre, entendre, vous avez le verbe ici à l'infinitif, entendre, j'essaie de trouver un truc pour vous le montrer, entendre,
ici à l'infinitif, et on entend ici conjuguer. Donc Figaro s'amuse à opposer l'infinitif, le verbe conjugué, pour nous montrer, à travers les chiasmes, tout le paradoxe de la politique. Comprendre, ouïr. Ces deux termes s'opposent. Entendre, enfin, c'est toujours basé sur le chiasme. Hein. Entendre, comprendre, ouïr, entendre. Donc en fait, on met en parallèle comprendre et ouïr, qui sont tous les deux, tous les deux ici des verbes qui supposent la compréhension des choses, et entendre, entendre, qui suppose, le mot latin c'est intendere, qui veut dire tendre vers. Notez dans tout ce passage l'importance de la juxtaposition qui se manifeste par des points-virgules. Oups, je dois changer d'outil. Voilà. Oups, là, je l'efface celui-là. Voilà, des points-virgules qui sont en fait une série de dénonciations. Tout se joue sur ces points-virgules. C'est une série d'accusations que Figaro est en train de proférer. On pourrait presque les numéroter. Faire croire qu'on sait alors qu'on ne sait rien. Entendre, ici au sens de comprendre, ce qu'on ne comprend pas. Donc faire semblant d'avoir compris ce qu'on ne comprend pas, mais ne pas avoir entendu ce qu'on a réellement compris, c'est-à-dire en fait faire semblant de ne pas avoir compris pour préserver les apparences. Faire semblant de croire, enfin faire semblant d'avoir du pouvoir qui sont au-delà de nos forces. Cette expression ici est difficile à comprendre. Avoir souvent pour grand secret de cacher qu'il n'y en a point. Alors je vais essayer de décomposer. On essaie de cacher le fait qu'il n'y a pas de secret. On essaie de faire croire qu'il y a un secret alors qu'en fait il n'y a aucun secret. Voilà tout l'art de la politique. S'enfermer pour tailler des plumes. Tailler des plumes désigne l'acte de préparer son moyen d'écrire. À l'époque, on écrivait à la plume. Donc ici, en fait, en gros, on s'enferme pour tailler des plumes, c'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir, simplement on se livre à l'acte matériel d'écrire, mais cet acte matériel est dénué de sens et d'une profondeur. Et donc, en fait, finalement, on n'écrit que du vent. Paraître profond quand on en est, donc ici vous avez la négation, paraître profond quand on n'est pas profond, quand on est que, donc vous avez une belle restriction, n'est, ne que. Encore un art de la négation qui pourrait être l'objet d'une question. Jouer, répandre, amollir, intercepter, vous avez toute une série de verbes à l'infinitif qui sont tous plus dénonciateurs les uns que les autres et qui caractérisent la politique du temps. Tout ce qui relie entre eux ces infinitifs, finalement, en gros, c'est l'hypocrisie, la dissimulation, la servitude, la soumission. Et la tirade de Figaro se conclut par un présentatif. Voilà. Annoncé par ces deux points. Donc, ces deux points annoncent en gros un résumé de tout ce qui précède. C'est doublé d'un subjonctif où je meurs. Ça pourrait dire que je meurs si ce n'est pas toute la politique. Que je meurs apparaît ici comme un subjonctif qui exprime l'idée d'une invocation, d'un défi, et le valet apparaît donc dans sa capacité éminente à juger de la politique des soi-disant grands de son temps. Lui, il a tout compris. Finalement, le fond de l'affaire, ce n'est que l'art de la dissimulation. Et il lance un défi, justement, à travers ce subjonctif, qui a l'air de nous dire on ne me la fait pas.
Moi, simple valet, je suis capable, avec mon petit jugement, de comprendre le fond des choses, c'est-à-dire la servitude, la soumission à l'ordre établi, etc., etc. Alors, on peut remarquer qu'à cet art de l'intrigue, de la dissimulation, de l'hypocrisie, Figaro oppose le bon sens populaire et pour ce faire, il cite des chansons populaires. J'aime mieux mamie, oh gay. Donc vous avez ici une référence à la chanson populaire qui s'oppose bien sûr à cet art de la dissimulation. L'art populaire est du côté de la vérité, tandis que la politique est du côté de la dissimulation, et Figaro est le porteur de cette parole-là, aux grandes dames du conte. Le conte, d'ailleurs, s'indigne, à travers une interjection, est représentatif, c'est l'intrigue que tu définis, c'est pas représentatif d'ailleurs, excusez-moi, c'est une tournure emphatique, c'est que c'est l'intrigue que tu définis, on pourrait presque faire une magnifique flèche entre les deux, hop, Figaro vient de définir l'intrigue, et puis le conte a l'air de s'insurger, d'établir une distinction entre le terme de politique et de intrigue. L'intrigue en question était définie par l'intermédiaire du déterminant indéfini toute politique, qui suppose de la part du valet une capacité à concevoir les choses dans leur globalité, avec distance, avec esprit critique, tandis que le maître, lui, s'insurge à travers des phrases exclamatives, des interjections, contre ce crime de lèse-majesté qui consiste à douter de la vertu intrinsèque de la politique. Alors évidemment, la phrase nominale de Figaro qui les associe, la politique, l'intrigue, volontiers étant un adverbe, qui exprime l'assentiment de celui qui parle, cette juxtaposition ou cette apposition de la politique et de l'intrigue nous montre à quel point le valet n'est pas dupe. Le valet a compris que l'art de l'apparence qui consistait à présenter la politique comme un art vertueux, comme un art de défendre le pays, la nation et toutes sortes de choses, n'est en réalité qu'une série d'intrigues personnelles. Voilà, donc l'intérêt collectif qui est celui de la politique est en fait contredit par tous ces intérêts collectifs qui sont en réalité le cœur de l'affaire, l'intrigue. Et le valet manifeste par cet adverbe volontiers sa bonne volonté. Au fond, il n'est pas choqué. Une fois de plus, le valet se sort d'affaire avec un dicton qui nous ramène du côté de la sagesse populaire. En face qui voudra, face étant un subjonctif, celui qui voudra en faire quelque chose en fera ce qu'il veut. C'est un peu ça que veut dire l'expression. Autrement dit, chacun décide de ce qu'il en est. On fait ici référence, à travers ce subjonctif, au domaine du dicton, de la parabole, de toutes ces paroles populaires dont le valet est le représentant. Voilà. Et puis, bon, pour finir, voilà, je m'arrête là parce que ça fait vraiment très long. On termine sur cet aparté qui nous renvoie à la progression de l'action. Le comte a compris que son valet n'était pas dupe, et j'entends, le verbe entendre signifie ici comprendre. Le comte comprend, et nous le fait savoir à nos spectateurs à travers la double énonciation, qu'il a compris que son valet en savait plus qu'il ne voudrait. Quant à Figaro, il reste persuadé, à travers l'expression « je l'enfile »,
qui veut dire tout simplement je maîtrise la situation. Le paye en sa monnaie, payer quelqu'un en sa monnaie, ça veut dire qu'il a essayé de nous tromper en nous donnant une certaine monnaie, et on lui rend la même monnaie, et non pas la monnaie qu'il voulait qu'on lui rende. Donc en fait, Figaro ici reste persuadé d'avoir maîtrisé la situation. Voilà qui est très très long, je me suis laissé un petit peu embarquer par les détails, il y en aura plein d'autres, on pourrait y passer quelques centaines d'années. Comme d'habitude, je voudrais que vous fassiez un travail de prise de notes et que surtout que vous fassiez un travail de hiérarchisation des informations, et on pourrait ensuite les mettre en commun pour pouvoir préparer vos révisions. J'espère que ça vous aide. Je n'ai pas eu beaucoup de retours, donc s'il vous plaît, envoyez-moi vos retours. Dites-moi ce qui pourrait être amélioré. Je voudrais insister sur le fait que vos prises de notes sont beaucoup plus importantes que ce que je pourrais bien vous demander d'écrire au tableau, parce que c'est vous qui faites. J'ai aussi forcément oublié des tas de choses, mais regardez, ça fait déjà plus d'une heure. Donc cette vidéo est très très longue. Je vous demande de la digérer, c'est le travail de la semaine au fond. Et on en a au moins jusqu'à lundi. Voilà. Bon courage à tous. Et on essaie de se retrouver pour un petit point sur toutes ces questions la semaine prochaine. Bon courage, tenez bon. À bientôt.